Romanichel, Tzigane, Gitan ou Bohémien, Manouche, Rome, Sinti, peuple venu de l'Inde, nomade par le son, le feu dans les campements. Vous êtes les gitans, ce n'est pas délinquant. Tu roules vers le sud quand le froid te menace. La nature, c'est les saisons, c'est la vie qui se passe. Avide de liberté, c'est ton identité. Les roulottes sont passées, les chiens ont aboyé. Gitan, une menace pèse sur toi. Les gadgets, les hommes blancs veulent te mettre au pas. Tzigane, tu joues les yeux fermés. Réveille-toi, Manouche, les chiens veulent te tuer. Romanichel, Tzigane, Gitan ou Bohémien, Manouche, Rome, Sinti. Où iras-tu demain? Les gadgets t'ont loué une décharge publique. La terre n'est à personne, ni aux juges, ni aux flics. Tzigane, réveille-toi. Réveille-toi. Et il y a de la place en nous pour des vies très différentes. Et même, je dirais même des vies contradictoires. Parce que souvent, c'est peut-être ce que je reproche à mon époque de plus en plus, c'est le fait que l'être humain en soi, plus il est contradictoire, et plus il est riche. Obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude. Il est, tu vois, il est fiable. Parce que quelqu'un de contradictoire, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est rentré comme un moine dans une direction et il n'en changera plus. Je pense que dans l'écoute et la dialectique et le fait que quelqu'un peut se contredire et dans sa vie et dans ses mots, c'est toujours une preuve de richesse. Un homme politique qui avouerait avoir changé ou s'être trompé, ou avoir vu que son choix arrivait à une impasse et qui plaiderait la contradiction de lui-même, ça me plairait. Mais que, au fond, quand vous êtes lancé dans une dialectique passionnée par ce que vous entendez, par ce que vous croyez, la dialectique, c'était des grandes richesses. Comme Montaigne il disait, il y a 3 grandes richesses de l'être humain. C'était, je crois, la lecture, l'introspection et la conversation. Mais en rentrant dans les méandres, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer ou ne pas changer? Et que quand quelqu'un me dit on ne meurt plus d'amour de nos jours, je n'y crois pas du tout. Peut-être que on se jette plus sous le train comme Anna Karenine, mais vous savez cette expression, la mort dans l'âme. Quand quelqu'un a la mort dans l'âme, ça veut dire que ça y est, quelque chose est parti. Il faut laisser le cheval libre, tout en le contrôlant au plus près. Ne jamais contraindre l'animal, libre, toujours libre. Assise dans mon fauteuil, je fume cigarette sur cigarette, sans hâte. J'ai mon temps, tout mon temps, car je sais enfin ce que je veux. Je veux le néant. Je veux le néant. Justement, si on prend la métaphore de la laisse, ce n'est que par amour qu'on suit les choses. Ce n'est que par conviction qu'on rentre dans certains ordres. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité, mais curieusement, pas avec l'autorité bienveillante. Jamais
assoiffé de pouvoir ni d'argent. C'est pour ça quand je disais Don Quichotte, avec une vraie pureté. Maintenant, bien assis dans un fauteuil, on montre du doigt les méchants et les gentils, mais c'est beaucoup plus gris. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a la courtisanerie. Moi, très jeune, j'avais lu trop, donc j'étais toujours du côté de celui qui dit non. Longtemps après, je comprenais que la douceur, il y avait quelque chose de, pour revenir, humaniste. Dans la douceur, vous aviez la tolérance, regarder l'autre et puis dire non, pas ça, mais l'écouter. Je veux le néant. Parce que c'est pour moi le verbe, le fait que tu écoutes l'autre et que tu... la dialectique, ça m'a toujours passionné. Même devant des adversaires qui ne sont pas d'accord avec vous, comment rapidement, dans l'écoute, trouver la faille, trouver l'argument. Je me souviens, j'étais chez mes grands-parents, qui avaient une maison au milieu des bois. J'avais lu l'Idiot. Il n'y avait pas l'électricité parce que c'était au milieu des bois, donc on avait des lampes à pétrole. Je me rappelle de ma grand-mère qui me disait « Tu vas te crever les yeux à lire dans le noir comme ça ». Et que j'avais lu l'Idiot, vous savez, comme on boit un verre d'eau sans s'arrêter, mais que ça m'avait fulguré. Et qu'après, quand je disais à quelqu'un « T'as pas lu l'Idiot ?» et qu'on me disait « Non ». Et ça me semblait être le manque le plus extrême de la vie de ne pas avoir lu l'Idiot. Je veux le néant. Complètement assommé par le personnage du prince Mishkin. Celui qui s'avance, qu'on peut couvrir de ridicule. D'opprobre, qui ne se formalise pas, qui ne se met pas en colère, qui a toujours la main tendue. Je pensais que c'était comme une nouvelle figure christique. Celui qui arrive dans la société, qui ne rentre pas dans l'avidité, le pouvoir, l'orgueil, l'argent. Je veux le néant. L'avidité, le pouvoir, l'orgueil, l'argent. Souvent quand on me disait « Mais à qui vous voudriez ressembler ?» Je disais toujours Mishkin, parce que ça me semblait être le but d'une vie. Qui n'est pas conscient de ce qu'il fait bouger dans la vie. Qui n'a pas avec lui le pouvoir ni politique, ni coercitif, mais qui est quelque chose de, oui, la bonté. Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Comme quoi, les choses qui vous frappent enfant, vous frappent toujours plus tard.
plaisir absolu de pouvoir transgresser. Si tout est permis, bon, tout se vaut. Tandis que là, des autorités fortes, des codes très à ne pas franchir, ah ben voilà. Parce que c'est comme le devoir d'un prisonnier de s'échapper, ben, le devoir d'un pensionnaire, c'est de se rebeller. Je veux le néant. Par définition, il faut mentir à la police. Il ne faut jamais dire la vérité quand on est acculé. Mais que souvent le mensonge peut être une forme de courtoisie. Donc il y en a ceux qui sont dans la rétention, la caisse d'épargne, et puis ceux qui donnent tout. Je pense que de garder une sorte d'idée que la vie est un jeu, qu'il y a des règles, qu'il y a des codes, mais que dans ce jeu, tout est grave. Et donc, en effet, vous disiez, l'indignation, même si j'ai vécu assez pour savoir que l'indignation ne résolvait pas les problèmes, mais que c'était un état très important de garder toujours. Sinon, si vous n'avez pas d'indignation, vous devenez très vite indifférent. Vouloir plaire au pouvoir pour ne pas perdre des privilèges. C'est très difficile de revenir à l'innocence. Je pense que l'innocence, une fois qu'elle est brisée, elle est brisée. Mais que ce qui reste quand même, c'est l'expectative, l'espoir. Vous pouvez ne plus être innocent, mais avoir gardé de cette âge de l'innocence l'attente. Même si je pense que l'attente, ça fait partie d'une sorte d'espoir, quelque chose va arriver, quelque chose va changer, quelque chose sera différent, quelque chose va se purifier. Moi, je pense que si la vie doit être vaine, elle n'est que dans ce côté, vous savez, des tireurs d'arc qui gardent en vue la cible. Que ce soit comme une tension, si ce n'était que ça, la vie. Même si on dit, mais c'est dérisoire, et puis quoi, on aura fait tout ça pour vieillir, pour mourir, peut-être. Mais ce qui était intéressant, c'est d'être tendu, attendre. Je veux le néant. Curieusement, je n'ai jamais eu une assez haute idée de moi pour pouvoir leur dire je crois que j'étais fière de rien. Mais par contre, ce qui m'a toujours manqué, c'est la complicité. Ou de partager plutôt les peurs, les angoisses, justement pour un travail. De dire, j'ai peur qu'ils ne me laissent pas faire ce film, j'ai peur de ne pas avoir d'argent. J'y suis arrivée, des choses très quotidiennes. Je crois que dans l'absence des gens morts qu'on a aimés, c'est pas tellement qu'on veut leur prouver quoi que ce soit, mais c'est qu'on voulait avec eux partager le quotidien, c'est ce qu'on attend et ce qui arrive. Obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude de fasciste pour moi. Comme toi, je connais l'oubli. Non, tu ne connais pas l'oubli. Comme toi, je suis douée de mémoire. Moi, curieusement, Non. j'ai tellement aimé Doué de mémoire. ceux qui sont morts, Comme toi, moi aussi. que les vivants et les morts, vous savez, dans cette chose, bon, j'ai été élevée religieusement, mais dans le credo, il y avait, je crois, aux vivants et aux morts.
Moi, ça m'a tellement frappé quand j'étais jeune que les morts sont aussi présents que les vivants. C'est comme une sorte de conversation ininterrompue. Comme si je savais qu'ils ne pouvaient pas m'abandonner. De ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Et puis vous savez, moi je pense qu'on parle aux morts comme on parle, si on parle à Dieu, avec une forme de, tu vois, pas de... Vous savez pourquoi on parle tout bas dans les cimetières? On ne devrait pas. Justement en Russie, les tombes, il y a 2 petits bancs et les gens apportent le caviar, le pain, le sel et voilà, tout le monde parle et la tante Irma, la vodka, tu vois. Il y a quelque chose, on fait participer les vivants mais pas dans le côté petit géniflexion et que on interpelle, on les convoque, on dit ah non tu vas pas, cette fois-ci tu vas m'écouter. Des gens ne regardent plus le long des Après je ne sais pas ce que font les morts ensemble. Est-ce qu'ils de la parlent des marée vivants? Je dans sais les pas. 7 branches de l'estuaire en delta de la rivière Ota. Je veux le néant. Je te Adulta. rencontre. Je Mai. me souviens de toi. Mai come l'esistenza che non Tu matura, me tues. Tu me resta sempre acerba, Comment me serais-je di splendido trompée giorno in cette splendido fête fidèle giorno. d'amour? Io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Tu n'as rien vu à Quelle Hiroshima. lenteur tout à coup. Quelle douceur. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato. Tu me fais Ecco du perché nell'ansia delle mie Je voulais imposer colpe l'impossibilité non ho mai toccato un rimorso vero. d'accrocher, d'amarrer à l'événement d'Hiroshima, enfin à la catastrophe fantastique que représente Hiroshima, une affabulation quelconque. Si vous voulez, quand je fais dire au Pari. début tu n'as rien vu à Hiroshima, Sempre cela pari, voulait dire pour moi con tu ne verras l'inespresso jamais rien. all'origine Tu di quello n'écriras che jamais io rien. sono. Tu ne pourras jamais rien dire sur cet événement. Donc c'est vraiment à partir de l'impuissance dans laquelle j'étais de parler de la chose que j'ai fait le film. Pier Hiroshima, mon Paolo amour. Pasolini, Radio. journal intime Non, rien 1950, À Hiroshima. traduit l'italien par René de Secchetti. Rien. J'ai tout vu. Tout. La musique de Fusco reprend. Juste le temps que la main de femme se resserre encore sur l'épaule. Mais comme qu'elle tous les la parents lâche, aimants, qu'elle la caresse, ils ont eu peur qu'il reste sur cette épaule du mouvement jaune du chaos. la marque des ongles de la main blanche. Comme si la griffure pouvait donner l'illusion d'être une sanction due. Non. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Donc j'ai choisi ces études et au La fond, voix de femme. je les ai pas regrettées parce que ça a été une Ainsi, époque à où l'hôpital, je l'ai vu. on a parlé, J'en suis j'ai sûre. entendu les choses, j'ai lu L'hôpital beaucoup. existe à Et Hiroshima. quand on m'a dit que le cycle des études Comment devait être pourrais-je fini par éviter une de sorte de voir thèse, de mémoire, L'hôpital, le couloir, J'étais- l'escalier j'avais lu malade, beaucoup. le dédain suprême de la caméra. On revient sur les la- révolutionnaires russes, même Marx, Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. même Lénine qui me paraissaient des Tu n'as maîtres rien d'école, vu à Hiroshima. alors que l'anarchie russe me semblait La voix de la femme se fait plus être tout d'un impersonnelle. coup Plus ce un qui sort à était chaque le, fois. le moins Parce que le constructif musée qui défile, de même que sur l'hôpital, pour une lumière société, aveuglante, mais le plus libérateur pour l'homme. panneaux Donc, documentaires, très jeune, je me suis mise pièces à contre la conviction de société. bombardement, maquettes, fer ravagé, peau, chevelure, brûlée, Je veux etc. 4 fois au musée. Je me suis mise contre la société, Quel musée à Hiroshima. qui avait un sens commun, qui avait une sorte de bien-pensant, J'ai vu les qu'il en gens se fallait, promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies. que je n'aurais jamais fait de Les prosélytisme pour reconstitutions l'anarchie, faute d'autre mais que la chose. société ne À vienne travers pas les faire de photographies, prosélytisme les photographies, les envers moi. reconstitutions faute d'autre chose. Les explications faute d'autre chose. 4 fois au musée à Hiroshima. J'ai regardé les gens. J'ai regardé moi-même. Parce que pensif. j'avais comme Le la fer, préscience le fer brûlé, qu'après, quand la vie se le déroule, fer brisé. on a de moins en Le moins fer le temps de devenu parler. vulnérable comme la chair. On a de moins en moins le J'ai temps vu des d'échanger cloisons les idées manquer. pures.
de se battre pour une idée. Des peaux humaines flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leur souffrance. Des pierres brûlées, des pierres éclatées, des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient tout entières tombées le matin. J'étais en Espagne dans un couvent. J'ai eu chaud sur la place de la paix. 10 000 degrés sur la place de la paix. Je veux le néant. La température du soleil sur la place de la paix. Comment l'ignorer? L'herbe, c'est bien simple. Pasolini déclare à propos de 68 et de la libération des mœurs. Aujourd'hui, la liberté sexuelle est en réalité une convention, une obligation, un devoir social, une anxiété sociale, une caractéristique inévitable de la qualité de vie du consommateur. Le résultat d'une liberté sexuelle offerte par le pouvoir est une véritable névrose générale. Quelle clairvoyance. Il n'a jamais été un bœuf parmi les bœufs, ni un mouton parmi les moutons. S'il était de notre époque, mais il ferait des bonds dans sa tombe, parce que c'est encore pire aujourd'hui. Tout le monde est dans une unicité de pensée. Et qu'en effet, on aurait fustigé, mis au pilori, une femme qui aurait été très heureuse de s'occuper de son mari, de lever ses enfants, alors que c'était l'époque où on l'a tournée en ridicule en disant « t'as d'autres choses à faire ». Donc tout le monde est rentré en s'engouffrant dans cette mode. Quand vous vous plongez dans la mer, comme ça, du haut d'un rocher, vous nagez. Mais il y a quelque chose où vous nagez, vous vous posez pas de questions. J'aimais tous les gens qui faisaient sonner les mots, qui n'étaient pas réalistes. Je n'y vais plus depuis que mon mari... Non, en fait, je n'y vais plus. Je préfère la Sologne. La chasse me fait tout oublier. Moi, j'ai quitté un homme parce qu'il avait raté un sanglier qui a mis 2 heures à mourir à mes pieds. Il n'avait sûrement pas fait exprès. Sanglier non plus. Vous avez vu cette exposition Picasso? Quelle misogyne. Cette façon de défigurer les femmes, ces travestis aux narines dilatées, quelle misère. Claire, tu régresses. Passe ce langage de psy avec moi, Marie. S'il te plaît. Ma sœur préfère la confession à l'analyse, n'est-ce pas, ma chérie? Dimanche, c'était passionnant. Le père de Brun a fait un prêche courageux contre l'avortement. Oh non, pitié, Claire, Saint-Nicolas du Chardonnay, pas ce soir. D'abord, toi, tu fumes trop. Tu devrais en empêcher. Ce ne sont pas mes méthodes. Aimer, c'est comprendre et accepter les vices de l'autre. Comme si on avait... Vous avez lu ça où? Un peu drogué. Dans nous deux. Je déteste la chasse. Je suis pour la chirurgie esthétique. J'ai milité pour l'avortement. Le fanatisme me rend folle. J'adore Picasso. J'ai du mal avec les appartes. Rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis qu'avec des cafards.
Bravo. Une minute de plus, c'est moi qui allais vous en mettre une. Excusez-la, elle est comme d'habitude. Je veux le néant. Et moi, j'avais lu quelque part de Barthes qui disait que la tragédie, c'est des blocs qui avancent, qu'il ne faut pas psychologiser, qu'il faut, comme c'est des trucs qui sortent comme de la lave, comme des crachats, comme quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on commence pas à ciseler avec des détails. J'aimais son orgueil, plutôt être dévasté que de plier. Vous savez cette fameuse phrase, il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre. Voilà, je pensais que celui qui est riche, c'est celui qui fait ce qu'il a envie. Allez, on va pas avoir le complexe de l'amortissement. C'est drôle que vous disiez ces deux mots, incapacité ou refus. Je pense que les deux sont liés. Je pense que ça vient de la peur. Et donc dans la peur, on refuse. Et si on refuse, on est incapable. Alors que je crois que quand on accepte, alors on lui dit pourquoi tu pleures? Et il répond parce que je savais pas faire les cloches. Et moi, tout est dit. C'est-à-dire que pour revenir en disant, on n'est incapable que quand on refuse. On est incapable quand on n'aime pas. Et que dans cette maladie de la mort, elle fait appel peut-être à toutes sortes d'incapacités d'aimer. Mais moi, je crois que au-delà de tout, c'est la peur d'aimer, parce que la peur d'être vulnérable, la peur de ne pas tout contrôler. Vouloir plaire au pouvoir pour pas perdre des privilèges. Vous ne viviez pas en couple avec le père de votre fille, je crois, et j'ai le sentiment que ça correspond chez vous à un choix, une envie, un désir que de garder une indépendance, quoi qu'il arrive. Est-ce que je me trompe? Une forme de folie, oui. Pardonnez-moi, mais... oui, une forme de folie. Je veux le néant. Parce que je comprends la force et la force de l'anéantissement, de l'acceptation, le fait de céder avec le verbe c'est, que c'est là qu'on est libre. Alors que quand on est comme une sorte de chien enragé, tu sais, comme dans la fable du loup et du chien, moi j'avais toujours adoré les loups pour ça. Tu sais qu'il court encore le loup quand il dit « mais qu'est-ce que vous avez autour du cou ?» Et qu'après je me disais « mais non, cette volonté sans arrêt d'être sans entrave, d'être libre, c'était déjà une marque, une emprise. » Alors que quand il y avait quelque chose où on était dépendant, ou de l'amour de quelqu'un, ou de la fragilité de quelqu'un, comme dans une prison, c'était là où on pouvait le plus expérimenter sa liberté.
que l'acceptation, c'est presque christique, ce que je vous dis. Le fait de s'agenouiller, faites de moi ce que vous voulez. C'est là où commençait le vrai chemin passionnant de la liberté. Alors, je ne fais pas l'apologie, parce que même dans la servitude, il y a toujours cette chose de soi qu'on ne perdra pas. Et puis elle demande, vous voulez quoi? Vous dites que vous voulez essayer, tenter la chose, tenter de connaître ça, vous habituer à ça, à ce corps, à ces seins, à ce parfum, à la beauté, à ce danger de mise au monde d'enfant que représente ce corps, à cette forme imberbe sans accident musculaire ni de force, à ce visage, à cette peau nue, à cette coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre. Vous lui dites que vous voulez essayer. Je pense qu'elle aimait l'amour, Marguerite Duras. Elle aimait le sexe, elle aimait les hommes. Elle aimait la folie. Elle aimait l'amour, pas comme l'antichambre des familles. C'était l'opposé des familles. Elle parlait de l'amour comme une chance de devenir autre, de se libérer. Je veux le néant. L'amour qui rend fou. L'amour qui fait que les conventions, les conformismes, les règles, les lois de la société s'envolent, disparaissent. Cette possibilité de naître à soi, qui est peut-être une forme de folie, que donne l'amour. Elle n'a parlé que de ça, Marguerite Duras. Elle n'a parlé que de ce moment où tout d'un coup le monde et ses certitudes et la bonne organisation sociale, famille, honneur, patrie, volent en éclats. On se retrouve comme nu, à vif, avec un contrat de vie et de mort sur sa tête. Je pense que c'est comme dans ce que raconte Phèdre dans Racine. Cette passion qui met les jours en danger, mais curieusement vous donne cette possibilité de vivre la vie dans son essence. Je pense qu'elle est proposée à tous et à toutes, cette étincelle où on va tout perdre, mais on va tout gagner. Cette étincelle où on va tout perdre, mais on va tout gagner. Obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude de fasciste pour moi. Et elle, Marguerite Duras, dans la Musica, qui parle de cette séparation d'un homme et d'une femme le soir de leur divorce, tout est dit. De comment on est passé à côté des choses, comme on n'a pas vu. Et qu'on s'est cru le roi du monde alors qu'on était en train de creuser sa tombe. Ce qui bouleverse la vie, il n'y a jamais les trois coups comme au théâtre.
Il y a quelque chose qui se fait. Je veux le néant. Et je me souviens d'avoir, après avoir refermé les pages, de dire « Ah, je voudrais pas mourir sans avoir dit tout ça ». C'est exactement tout ce à quoi je croyais. Tout ce qui fait qu'une vie est riche, même si c'est la mort. Ce qui m'avait beaucoup plu surtout, c'était que ça se terminait par la mort, que la mort purifiait tout, qu'il n'y avait pas de résignation, qu'il n'y avait pas... c'était juste un éclat de vie et puis tout rentrait dans les ornières. Jouer avec lui, ça allait être vivre. Comme vous savez, quelqu'un qui vous invite à danser. Vous allez danser, vous allez oublier le reste du monde. Et le lustre qui tournoie, et l'orchestre et tout. Qui avait en lui ce regard et cette façon complètement carnale. Pas l'acteur qui peigne bien sa mèche et qui sait ses lignes et qui fait attention, j'ai besoin de concentration, tout ce que je déteste. Tandis que lui, voilà, c'était un appel à on s'en va. J'ai toujours préféré le chaos, parce que dans l'ordre et dans le silence, tout confine au ridicule tout d'un coup, pour moi. Mais peu importe, vous n'enlèverez jamais l'envie des gens de faire des hommages, des décorations, des récompenses et des blablas et des récupérations. Peu importe, des films c'est comme des bouteilles à la mer. Il y aura toujours un jeune Coréen sur sa plage et que les films ne meurent jamais comme les livres. Après, les cérémonies, laissons-les aux cérémonieux. Moi, je ne suis pas une intellectuelle. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais que je ne cherche pas à comprendre. En fait, ça m'est égal de ne pas comprendre. Je veux le néant. Et puis, vous savez bien que les gens qu'on aime ne meurent jamais. Parce qu'on les garde en soi. Et qu'on peut les appeler quand on veut. Mais moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai aimé Kleist. Donc, je n'aime pas qu'on se moque des gens qui se tuent par amour. Je ne veux pas qu'on le ridiculise. Et je ne suis pas sûre non plus que le premier amour n'est pas le vrai amour. Que c'est une pensée réfléchie de gens qui se sont arrangés avec la vie. De gens qui sont raisonnables. Des gens qui ont un sens commun, on pourrait dire. Que deux enfants qui se suicident par amour, il n'y a rien à dire. Tandis que je déteste la sagesse. Je déteste l'accommodement. En disant, oh, on va bien s'arranger avec la vie, tu verras, c'est pas si mal que ça. Comme si on avait toujours envie d'être un peu drogué. Parce que moi j'ai toujours fait l'apologie du chaos. Je déteste les gens qui hurlent silence, tu vois, les gens comme ça, comme si c'était sérieux. C'est peut-être tragique,
peut-être grave, mais c'est sûrement pas sérieux. Faire un film, c'est pas Hiroshima. Je déteste quand tout d'un coup, il y a le côté adjudant, hurlement, attention, on travaille dans le génie. Et moi, quand on me dit silence, même si j'ai rien à dire dans mon coin, je fais pour faire du bruit. Je me rappelle d'avoir été à une conférence de presse où un homme m'a demandé en anglais est-ce que je rêvais d'une carrière hollywoodienne. Et là, je laissais bien la question envahir mon cerveau et j'ai pris du temps et j'ai dit non. Moi, j'ai toujours aimé l'Est. Si je voulais faire une carrière, ce serait en Russie. Un froid gelé s'est abattu sur la conférence de presse. Ils ont pensé à une provocation, mais devant Dieu, je vous jure, que c'était parce que j'aimais les romans, les choses. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, tu peux mettre une croix noire sur ta carrière en Amérique. Ok. Je veux le néant. Je crois que ça, c'est la liberté souveraine de quelqu'un qui peut dire tout d'un coup au revoir. Ou de soi-même, ou de gens assez proches, assez aimants, pour briser la loi. Je comprends qu'une loi, peut-être que c'est un peu en disant sinon ça sera la porte ouverte. Mais aux gens autour, de prendre le risque. Moi je pense que si quelqu'un me le demandait, je le ferais. Après on me mettrait 6 ans en prison, 6-7 ans. Ça valait le coup. Si on parle de Jules César, il ne s'est pas suicidé, mais il a fait mieux encore. Quand il va au Sénat, il a lu dans les augures qu'il serait tué. Il va vers sa mort. Et ça, j'aime beaucoup. L'idée de dire, qu'est-ce qui m'attend? Le Sénat va me destituer, je vais vieillir comme un vieux monsieur dans son jardin plein d'orangers. Ça ne m'intéresse pas. Je vais là où je sais qu'ils vont me tuer. Que la mort, c'est ce qui donne le prix aux choses. C'est parce que ça ne reviendra pas. Il n'y a qu'une vie. C'est comme ça aussi qu'on peut évacuer des choses comme la vanité, comme les blessures d'amour-propre, comme même les chagrins, en disant finalement tout ça aura une fin. Que la mort, c'était ce qui donnait la force à la vie. Parce que elle était là, elle avait un début, un milieu, une fin. Et qu'il ne fallait pas faire comme si ça n'existait pas. Vouloir plaire au pouvoir pour ne pas perdre des privilèges. J'étais renvoyée à cause de ma voix. J'ai été engagée pour lire un roman qui était Mildred Pierce. Et à la demande générale des auditeurs, sortait cette fille de la radio. Donc, ça a commencé comme ça. Je préfère qu'on m'aime qu'on ne m'aime pas, mais je ne veux pas plaire. Plaire, ça voudrait dire tu vois, ça voudrait dire s'avilir.
chercher des petits cocktails de réussite pour savoir comment plaire. Et bon, ça, j'ai pas envie. Je veux le néant. Moi, si j'admirais autant Maria Callas, c'est que pour certains rôles, chanter, elle choisissait le son laid, par exemple dans Carmen, des notes graves ou aiguës, pour montrer la distorsion de l'âme ou du cœur brisé. Et moi, à ce moment-là, de ne pas chercher justement le legato, la voix parfaite, parce qu'on a bien obtenu le contrut. Donc il y en a ceux qui sont dans la rétention, la caisse d'épargne, et puis ceux qui donnent tout. Et elle dit tout d'un coup, s'il y a eu une chose dans ma vie, c'est que j'ai été honnête. Et l'honnêteté en art, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. C'est comme la recherche de l'absolu, l'honnêteté. C'est de savoir au fin fond de soi qu'elle est inatteignable, l'absolu, mais qu'on va tout mettre en force, en forme, en désir, en comportement pour l'atteindre. Forcément, elle le savait bien, que ça vous échappe toujours, c'est comme la toison d'or, c'est comme le Graal. Et c'est ça qui me plaît, de la recherche. Elle disait, il faut considérer tout ce qu'on fait comme une répétition. C'est comme si, vous savez cette fameuse phrase, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, que jamais rien n'est acquis. Chose toujours, ah ça aurait pu être mieux, ça j'aurais pu, un peu comme les grands artisans qui cherchent ce que je peux penser aussi dans la peinture, dans le velouté, dans quelque chose. Vous savez quand vous voyez sans arrêt des esquisses d'un peintre qui cherche la bonne lumière, la bonne nuance, voilà. Et moi je pense que Callas, c'est pas que ça a été la plus grande chanteuse, c'est qu'elle a été un modèle pour tous ceux qui entreprenaient quelque chose. Que vous soyez boulanger, maréchal Ferrand, conducteur d'autobus, Premier ministre. Si tu fais cette chose, fais-la avec amour, avec passion, avec absolu. Obéir trop facilement à la loi, c'est une attitude de fascisme. Je me suis jetée dans le piano comme on se jette dans la drogue. C'est-à-dire, je disais à mon professeur, je voudrais jouer du piano pour ne plus penser. Elle me disait, bon, vous penserez quand même. C'est-à-dire que la musique met en forme tout ce magma infâme qu'on porte en soi, qui s'infile comme des coulées de mercure, et que tout d'un coup, de savoir que quelque part existe une mélodie qui peut retranscrire exactement que ça soit Wagner ou que ça soit Julio Iglesias, qui met en forme avec 3 mots ou un accord. Ding, il a touché là où vous étiez. Je veux le néant. Bon, j'ai toujours aimé beaucoup m'aider. Je la comprends. Et je trouve qu'il vaut mieux tuer ses propres enfants qu'ils soient avilis et tués par d'autres. Ouais, il y avait quelque chose comme l'amour suprême. Évidemment, aller raconter ça à Elle Magazine, on dirait « Ma che horrore ».
Médée, c'est la fille du soleil, donc tu vois, il y a quelque chose, elle pourrait pas supporter que ses enfants soient mis en esclavage. D'ailleurs, si vous voyez, dans la tragédie grecque, on ne reparle plus jamais de Jason. Et il a dû manger des pierres, ce garçon, après. Parce que le roi est mort, la fiancée est morte, consumée par la robe. Ses 2 enfants sont morts, et Médée, elle est partie sur son char. Et lui, ma cosa fa. La connaissance que ce monde va s'écrouler. Donc il y a quelque chose de mélancolique tout en essayant de faire rire le Second Empire. Il y a quelque chose, beaucoup de talent parce que mélancolique, comme l'Europe centrale. Je veux dire non à l'embrigadement des bien-pensants. Je veux dire non à la pensée opaque et commune. Je veux dire non à tous ceux qui pensent qu'ils sont du bon côté. Je veux dire non à tous ceux qui cherchent à déposséder chacun de son individualité, de sa liberté, de sa différence, de sa révolte, des outsiders, de ceux qui arrivent d'ailleurs, voilà. La beauté, le ciel. Et tout d'un coup, on se souvenait que oui, il fallait vivre et pas être toujours des animaux productifs. Non, parce que vous savez bien qu'on ne parle que de ce qu'on aime. Et moi, quand on m'avait demandé de faire ce court-métrage, on m'avait demandé de parler, en choisissant le sujet que je voulais, sur l'intolérance. Et puis j'ai regardé, j'ai pensé, j'ai dit qu'est-ce que j'aime. J'aime les tziganes, j'aime les roms, j'aime tous ceux qui sont difficilement contenables, réductibles, ce qu'on met de force, il faut absolument s'intégrer. À l'intégration forcée. J'aimais leur liberté, leur poésie, leur coutume. Donc tout d'un coup, je me suis mis dans cette histoire que j'ai inventée. Et curieusement, j'avais inventé une histoire d'une petite fille tzigane qui était privée de la cantine parce que ses parents n'avaient pas payé. Et puis bon, les aléas de la production, je me suis retrouvée devoir tourner ce film à Rome. Et qu'est-ce que je vois, presque le 2e jour du tournage, un fait divers qui racontait ça. Une petite fille qu'on avait exclue de la cantine, alors que vous voyez tous ces tombereaux de choses qu'on jette, et on lui dit tu peux pas rester à la cantine parce qu'on n'a pas payé ton repas, et que... je m'étais dit que les mêmes problèmes de fascisme, de petits villages ou de petites villes qui ne voulaient pas que les tziganes s'installent chez eux, eh bien il y a le même problème en Italie. Il y a le même problème partout en Europe centrale. Donc c'était un problème européen. Alors que pour moi, les tziganes, c'est celui qui avait fait le fil rouge de toutes ces diversités des nationalités, en passant de l'Espagne, en France, en Italie, à Budapest, etc. Et on voulait tout d'un coup... Et d'ailleurs, je suis allée dans un camp tzigane, avec des roulottes dont on a enlevé les roues. Ça veut dire quoi? Déjà au XIXe siècle, vous connaissez peut-être la lettre de Gustave Flaubert à George Sand. Très forte. J'aimerais que vous nous la lisiez, s'il vous plaît. Je me suis pâmée il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir.
L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine qu'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton. Je veux le néant. Alors que s'il y avait eu un vrai débat, j'aurais pu dire paix aux cendres d'un père dont le fils pleure son père. Ça, mais parlons de ce que moi j'ai voulu dire. Mais comme j'avais en face de moi des abrutis, je n'ai pas pu parler de ce qui m'était à cœur. Ce que je vous dis là, que je respectais celui qui ne délationnait personne et que j'ai un profond mépris pour le système des pentiti. Ça veut dire, quoi, vous faites partie d'un groupe politique auquel vous croyez ? Vous allez en prison et tout d'un coup, on vous fait comme une carotte, tu dénonces tes amis et tu vas sortir. Vous appelez ça comment ? Comme une métaphore sur le pouvoir. Comment rester digne? C'est pas tellement le bourreau que je raconte, c'est la victime. Vous savez bien que la victime suscite le bourreau. Plus vous lui laissez la place de s'enfoncer, plus il s'enfonce. J'ai fait exprès de prendre le pouvoir absolu, que tout le monde en a sa mémoire collective. Tout le monde sait qui est Staline. Et je l'ai traité comme une fable. En face de ce pouvoir, comment tu restes un être humain? Comment tu gardes ta dignité? Et donc, c'était comme une mise en abîme, parce que maintenant, il n'y a plus de pouvoir absolu qui envoie au goulag, mais il y a d'autres sortes de pouvoirs. Il faudra que je parle de l'homme à Jacques Holm. Pierre Wagner se trouve-t-il... Il y en a un qui a survécu au prix de sa vie. C'est aussi Mandelstam, arrêté en 1934 pour cette épigramme contre Staline, ce montagnard du Kremlin. J'aimerais vous entendre nous le lire. Nous vivons sourds à la terre sous nos pieds. À 10 pas, personne ne discerne nos paroles. On entend seulement le montagnard du Kremlin, le bourreau et l'assassin de Moujik. Ses doigts sont gras comme des vers. Des mots de plomb tombent de ses lèvres. Sa moustache de cafard nargue et la peau de ses bottes luit. Autour, une cohue de chefs au cou de poulet, les sous-hommes ailés dont ils jouent. Ils hennissent, miaulent, gémissent. Lui seul tempête et désigne. Comme des fers à cheval, il forge ses décrets qu'il jette à la tête, à l'œil, à l'aine. Chaque mise à mort est une fête et vaste est l'appétit de l'ossète. Il veut empêcher la souffrance encore débutante.